Bonjour, avant toute chose, on voulait vous communiquer un trigger warning car c'est un épisode qui va parler d'énormes tocards. Non mais faut pas qu'on rigole comme ça, faut qu'on soit hyper sérieux. Bonjour à toutes et tous, c'est Féministe cherche podcast cinéma et c'est Lou qui vous parle et je suis accompagnée comme d'habitude de Jude. Bonjour. Et de Cam. Hello. Aujourd'hui du coup on introduit le deuxième cycle qui est sur les comédies romantiques parce qu'on voulait aborder un sujet un peu plus léger que la violence des femmes au cinéma. On s'est dit que ça ferait du bien à tout le monde. Et pour ce premier épisode, on a voulu prendre un exemple un peu canonique du genre, qui est le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire, parce que c'est un exemple que tout le monde connaît et qui est par conséquent intéressant à étudier. Mais avant toute chose, on va d'abord faire une petite intro sur les comédies romantiques. Enfin, je sais que quand je me suis un peu posé la question de comment est-ce qu'on définit le genre, etc. Je trouvais que c'était un genre qui était assez vaste et donc du coup difficile à définir. Et sa première caractéristique, c'était son universalité justement, parce que tout le monde a une idée de ce que c'est une comédie romantique et les codes redondants qu'un film de ce genre a. Donc à savoir, en général, une histoire d'amour qui paraît impossible au premier abord. Cisgenre hétérosexuel, avec deux protagonistes que tout oppose au début, qui sont extrêmement séduisants et où tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'ils se chopent pas dans les 10 minutes du début du film. Mais bon, apparemment, il y aurait pas de film sinon, donc c'est pas très intéressant. Et qui vont passer par des obstacles tout au long du film, pour à la fin finir ensemble, avec les passages obligés, donc la rencontre qui met en place un ou plusieurs éléments les empêchant de se mettre ensemble, des péripéties, en général avec de multiples ressorts comiques, qui sont soutenus par des personnages secondaires unidimensionnels avec une seule caractéristique spécifique, ce qui est aussi le cas dans le film dont on va parler aujourd'hui. Une fausse fin où les personnages se mettent presque ensemble, mais il y a un dernier rebondissement qui les éloigne pour créer une ultime tension. Et enfin, la fameuse scène de baiser final, qui est souvent... à l'aéroport. Aéroport, mais surtout filmé avec une caméra qui prend en hauteur au fur et à mesure et qui ensuite efface les personnages quand ils sont plus dans le cadre, comme si ce qui arrivait après n'était soit pas montrable, soit pas intéressant. Et globalement, il y a un côté où, en fait, dans ces histoires d'amour, juste... C'est l'aboutissement final, quoi, c'est finalement. Ça. Les gens s'embrassent et finito pipo, quoi. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Exactement. Et on coupe tout le reste. Et ensuite, c'est aussi un genre qui est méprisé et dirigé vers les femmes, sans qu'elles en soient pour autant les réalisatrices, parce que quand on pense à leur conception, un paradoxe des comédies romantiques, c'est qu'elles sont complètement brandées pour les femmes et qu'elles sont majoritairement réalisées par des hommes. Parce que quand on prend, je me suis amusée à faire une petite liste des exemples les plus célèbres, donc Coup de foudre à Notting Hill, c'est réalisé par Roger Mitchell, 4 mariages en enterrement, Mike Newell, Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner, Crazy Stupid Love, Glenn Ficarra, Pretty Woman, Gary Marshall, Love Actually, Richard Curtis, et plein d'autres. Et le seul exemple un peu très connu, autre que Bridget Jones du coup, que j'ai trouvé, c'est The Holiday, qui est réalisé par une femme qui s'appelle Nancy Meyers. Voilà. Quand Harry rencontre Sally, c'est scénarisé par une femme. Par Nancy Meyers aussi, je crois, il me semble. Ouais. Mais oui, voilà, on essaye de trouver des petits chemins détournés pour un peu rétablir de la parité là-dedans. Et aussi, un autre truc que j'ai remarqué pendant mes recherches, c'est que lorsque des femmes réalisent l'adaptation d'une franchise qui devient un succès commercial, par exemple Twilight, dont le premier épisode est réalisé par Catherine Hardwicke, ou 50 nuances de Grey, qui est réalisé par Sam Taylor Wood, les suites de ces films sont reprises par des hommes avec des budgets évidemment supérieurs. Donc du coup... Hyper intéressant ça. Ouais, donc du coup, en gros, même quand elles arrivent à réaliser des films, des comédies romantiques... La suite est reprise par des hommes qui ont en plus de budget pour faire des plus gros films, plus gros succès, c'est fou. C'est un plaisir de chaque instant. Et en plus, du coup, c'est un genre qui est souvent méprisé et dénigré, car considéré comme caricatural, et dont les thématiques sont perçues comme peu nobles, alors qu'ils peuvent représenter des éléments de pop culture complexes et qui peuvent aussi forger nos inconscients collectifs, comme on va le voir aujourd'hui.
Et c'est ça, c'est un peu moi ma troisième question quand j'ai réfléchi aux comédies romantiques, c'est comment est-ce qu'on a été conditionné par ces récits. Est-ce que la comédie romantique, c'est un genre qui est émancipateur parce qu'il met en avant des personnages principaux féminins avec des récits qui leur sont dédiés, ou est-ce qu'au contraire, ça nous enferme dans des carcans sociaux qu'on nous a déjà rabâchés dans notre quotidien et dans la vraie vie. Voilà, je pense que je peux vous laisser la parole sur le reste. On a longtemps réfléchi dans ce podcast à savoir si dans ce cycle, on allait aborder uniquement le film comédie romantique à travers des personnages cisgenres hétérosexuels et des relations hétérosexuelles, ou si on allait aussi inclure des films queer qui parlent de personnes trans ou de relations homosexuelles, mais qu'en fait on s'est dit qu'en termes de stéréotypes, c'était plus intéressant dans ce que ça racontait de faire un cycle entier dédié à la comédie cisgenre hétérosexuelle. Du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça à travers le journal de Bridget Jones, qui est donc le premier film des Bridget Jones, qui a été réalisé par Sharon Maguire, qui est une réalisatrice et scénariste galloise née en 1960. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle-même dit qu'ils ont eu 28 millions d'euros de budget pour le film, et c'est un film qui a rapporté 290 millions d'euros. C'est énorme. Oh là là. Et donc, c'est un peu ça, c'est genre... Le premier film, par rapport à ce que tu disais, est aussi un peu un film d'outsider, quelque part. Et s'il fonctionne vraiment très bien, alors on passe la main à des hommes. Je sais pas si c'est le cas pour le 2, d'ailleurs. Le deuxième, il est réalisé par une femme toujours, mais qui n'est pas Sharon Maguire. Et après, elle s'est essayée sur un autre type de genre avec Incendiary, mais elle est quand même restée dans les films un peu comédie avec Marraine ou presque en 2021. Elle n'a pas réalisé grand-chose en dehors de ces 4 films-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a commencé en réalisant des documentaires pour les late shows de la BBC. Donc rien ne l'a prédestinée à réaliser ce film-là tel quel. Et surtout, rien ne prédestiné à ce que ce film soit le succès pop culture actuel qu'on connaît, qui transcende les générations et qui fait encore aujourd'hui parler de lui, parce que c'est, je pense, l'un des seuls films où l'héroïne principale est aussi... Normale, humaine. Ouais, exactement. Qu'elle parle à toutes les femmes. Mais peut-être que ça, c'est un sujet qu'on va développer dans la suite du podcast. Je pense bien. Du coup, le résumé. Bridget Jones est une femme de 32 ans qui apparaît donc comme une vieille fille absolue, parce que vraiment avoir 32 ans, c'est... Et être célibataire. À 32 ans. C'est vraiment la fin des fins, quoi. Elle vit à Londres et elle travaille comme secrétaire de Daniel Cleaver. Qui est le personnage masculin le plus détestable de l'histoire du cinéma moderne. Joué par Hugh Grant. Bridget Jones jouée par... Renée Zellweger. Ouais. Et donc, elle est plus ou moins amoureuse de Daniel Cleaver. Qui est son boss. Qui est son boss, et avec qui elle va avoir des relations sexuelles, puisqu'il la drague éhontément sur la messagerie du travail, la messagerie interne du travail. À ne pas reproduire chez soi, par contre. S'il vous plaît. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, en parallèle, elle va rencontrer Mark Darcy, joué par Colin Firth, qui est un avocat en droit de l'homme. Un peu plus coincé que l'autre. Très coincé. Très coincé. Ouais, complètement coincé. Qui est très beau au néon. Joué par Colin Firth. Et qui donc... Elle va le rencontrer en fait pendant une soirée de famille, puisque c'est son ancien voisin. Oui, d'enfance. En gros, une soirée de Noël organisée par la mère de Bridget Jones, où c'est vraiment minute 1 du film. Où tout le monde a des pulls affreux. Et où tout le monde lui dit qu'elle est trop grosse aussi, quand même. Ouais. Ça revient beaucoup dans le film. Et qu'elle fume trop, et oui, bah ouais. Et qu'elle boit trop. Et qu'elle est célibataire. Elle est trop. Elle est trop. Et du coup, là, elle croise Mark Darcy, qui porte le même nom de famille que le personnage masculin principal de Orgueil et Préjugés. De Jane Austen, ouais. Ce qui est fait exprès, étant donné que Colin Firth a joué ce personnage dans une série incroyable que j'adore trop. Mais et qu'il y a une des scènes qui est un hommage à l'Orgueil et Préjugés où joue Colin Firth. C'est la scène où ils sont sur la barque et t'as Hugh Grant qui tombe dans l'eau. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Oh là là. Que de bien spoté.
Du coup, on suit un peu sa vie catastrophique et son hésitation en fait grandissante entre Daniel Cleaver et Mark Darcy. Et puis, elle, ça va lui permettre aussi de s'émanciper. Enfin, Daniel Cleaver va la larguer, ce qui va lui permettre de s'émanciper dans une certaine mesure. Certaine mesure. Elle va changer de travail, elle va se remettre au sport, peu importe ce qu'on pense de cela. Et donc, à la fin, on dit la fin maintenant ou pas ? Ah bah oui, je pense. Ok, spoiler alerte. Donc, à la fin, on se rend compte que Daniel Cleaver est un lâche et un menteur, ce que tout le monde avait à peu près perçu. Oui, et ce que Mark Darcy lui avait dit d'ailleurs très tôt dans le film, qu'on pouvait pas lui faire confiance, quoi. Oui, mais Mark Darcy a la communication d'une huître. Voilà, si c'est ça, le contexte est là. Le mec, juste, il part systématiquement dès que quelqu'un échange plus de 3 phrases avec lui, l'homme s'en va. Il est incapable de maintenir une conversation en date, ça va être lent. Alors qu'il est avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Enfin, ça n'a aucun sens. Impossible. Ouais. Et c'est parce qu'il parle trop, je pense, quand il est avocat. C'est pour ça. Il facture à la minute la parole. Ouais. Et donc, ils vont se bagarrer, littéralement, pour Bridget Jones, dans une scène assez mythique, dans un restaurant grec. Oui, qui est très drôle, la scène, quand même. C'est hilarant, avec un gâteau Panthéon. Pardon, mais moi, j'étais en fou rire. Un gâteau Parthénon. Énorme. Oui. J'étais en fou rire absolu du gâteau. Bref, et donc Bridget Jones finira par choisir Mark Darcy, qui est l'homme droit, juste, gentil et moral. Bon, et le moins pire aussi, des deux surtout. Moi je le trouve pas si mal, Mark Darcy. Je sens un autre débat à venir. Bah, elle fait le choix du raisonnable, hein. Oui. Non, elle fait le choix de l'amour, tu n'as pas compris. J'ai des visions de l'amour qui sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Est-ce qu'on va aborder l'esthétique du film ? Ouais. Oui. Mais toi, Cam, t'avais un point de vue intéressant sur son évolution vestimentaire déjà pour commencer. Bah justement, moi je trouve qu'elle fait le choix raisonnable parce que au fur et à mesure du film, elle commence le film en étant un peu habillée comme on peut imaginer quelqu'un qui est une trentenaire, assez libre. Elle met des jupes assez courtes, elle met des petits tops transparents. Notamment, c'est ce qui va attirer l'attention de son boss, un peu pervers sur les bords, qui commence à lui faire des petits mails en mode « T'as oublié de mettre ta jupe ce matin ?» The skirt is sick. The skirt is sick, exactement. Et donc du coup, il y a un peu ce truc où au début, elle est vraiment, tu sais, en mode flirty, un peu, outgoing. Elle est un peu... C'est le chaos dans sa vie personnelle, c'est aussi le chaos dans sa vie professionnelle, puisqu'il y a un moment, le jour où elle se fait remarquer par son boss, c'est quand même le jour où elle arrive en gueule de bois, en plein milieu d'après-midi, on a l'impression avec sa jupe inexistante, quoi. Donc il y a ça. Et en fait, je trouve qu'elle à travers le film, et vers la fin du film notamment, il y a un changement dans son outfit. Et à la fin, elle fait plus mature, elle fait plus posée. Quand elle commence à faire le choix de Mark Darcy, on la voit avec des couleurs un peu plus austères, des trucs un peu plus opaques. Elle met des petites écharpes, c'est des manteaux bien taillés. Enfin, en tout cas, moi, je remarque qu'il y a une évolution vestimentaire qui pourrait aller avec le côté où, au début, c'est un peu débrayé, c'est un peu des trucs pas repassés, transparents, machin. Et à la fin, c'est des petits tops avec des petits cols bateaux, c'est des vestes bien structurées, les cheveux qui sont pas ébouriffés, mais un peu en petite queue de cheval. Enfin, du coup, il y a un truc pour moi sur ça où on suit son évolution de mindset en fonction du mec qu'elle va choisir aussi. Mais ça termine quand même en culotte léopard et petit débardeur bleu. Oui, mais ça termine comme ça, mais c'est des petites scènes un peu intimes. Mais dans sa vie professionnelle, quand elle commence à avoir le taf, elle commence à mettre des blazers pour quand elle commence à bosser dans la télé. Alors même s'il y a la scène où quand elle descend la barre de pompier, il y a quand même sa petite... Le mec lui dit quand même il faut venir avec une petite jupe pour descendre une barre de pompier. Donc tu vois, il y a un truc un peu comme ça, mais je trouve qu'il y a une légère évolution dans les couleurs, dans les fits et tout. Peut-être que je suis la seule à l'avoir remarqué et que c'est peut-être ou peut-être que c'est pas un sujet, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait cette esthétique-là particulière dans son évolution mentale qui reflétait sa garde-robe aussi. Moi je trouve que ça correspond bien aussi à la structure du film, dans le sens où, pour moi il y a deux parties, où t'as la première partie où elle va vers Daniel Cleaver / Hugh Grant, qui est un peu considéré comme le mauvais choix entre guillemets, parce que on développera ça plus tard, mais globalement on se rend compte très très vite que c'est pas un homme qui respecte énormément les femmes. Why don't you have some more wine and tell me more about practicing French kissing with the other girls at school, because that's a very good story. It wasn't French kissing. Don't care, make it up. It's an order, Jones. So, how about a drink at my place? Totally innocent, no funny business, just full sex.
No. I should get a taxi. Et c'est un gros tocard. C'est un énorme tocard, vraiment énorme tocard. Et du coup, t'as toute cette structure-là qui correspond un peu au moment où, comme tu dis, elle est plus décoiffée, plus perdue dans sa vie, où elle pense que c'est... Enfin, elle se fait prendre au jeu du fantasme que peut être ce mec, et où c'est ça, je sais plus si c'est juste après qu'ils aient couché ensemble ou avant, mais où tout de suite elle s'imagine qu'ils se marient. Ah bah oui, et puis il y a le moment Grace Kelly dans la voiture, où elle est là avec son petit foulard bien en satin autour des cheveux, ses grosses lunettes de sommeil, et genre, non mais c'est parce que c'est très très drôle, mais et ce personnage de Grace Kelly, c'est complètement à l'opposé de qui elle est. C'est-à-dire que vraiment, la scène d'ouverture du film, exactement, c'est ce qu'elle aimerait être, et c'est ce qu'elle se projette être avec Cleaver. Quand d'ailleurs il l'emmène pour qu'ils aillent en week-end ensemble, et elle dit... je crois que la réplique c'est ça, c'est genre si tu fais un week-end ensemble, c'est que c'est true love, quoi. Et t'es un peu là, je l'ai noté, ils disent elle dit this can be just shagging, donc ça ne peut pas être juste de la baise. A mini break means true love. C'est un mini break, des petites vacances veulent dire le vrai amour. Mais où c'est vrai, et où du coup il y a aussi l'aspect où c'est ça, où elle explore un peu tout ce fantasme et tout, alors que on la voit mariée à l'église, et lui qui répète qu'ils se sont mis ensemble parce qu'un jour il lui avait fait une blague en disant t'as oublié de mettre ta petite jupe, je sais pas quoi, et donc elle se projette. Mais après vous avez jamais ça? Non. Mais moi je suis grave comme ça. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime tant le personnage de Bridget Jones, on y reviendra. Mais je suis du type j'ai eu un date, mais c'est des choses que j'essaie de déconstruire. Et typiquement des choses de ces comédies romantiques-là. Mais je trouve que ça pointe justement tellement bien le côté elle voudrait vivre dans un conte et elle est dans la réalité. Et donc, malheureusement, c'est pas comme ça. Et enfin, moi, j'adore cette scène. C'est hilarant. Mais donc, parce que tu te projettes vite, donc tu t'es reconnue aussi dans ce côté où très rapidement elle est... Pas par le mariage forcément, mais... Non, mais en tout cas, très vite, très vite, ton imagination prend le dessus sur la réalité de la relation. Moi aussi. Je vais me confesser. Nous sommes... Merci de pas me laisser. Deux contre une, voilà. Il y a juste Cam qui a les pieds sur terre un peu. Je pense que je suis un peu traumatisée des relations. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout ce truc de je me projette pas du tout rapidement, au contraire. Félicitations à toi. Mais du coup, je comprends que, ok. Mais et du coup, sur le truc de Grace Kelly, c'est vrai que moi, je trouvais, enfin, pas par rapport trop à Grace Kelly, mais par rapport à Marilyn Monroe, que Bridget Jones était un peu une Marilyn Monroe, genre moderne, dans le sens où elle, c'est un peu une pin-up jolie, avec énormément de guillemets autour de ses qualificatifs, évidemment, que tous les hommes... plantureuse, elle est blonde... que tous les hommes trouvent séduisante, mais idiote, globalement. Sexy en somme. En somme. Mais modernisée par le fait qu'elle est maladroite et séduisante malgré elle, à nouveau, entre guillemets, et que, c'est ça, elle attire le... globalement, si jamais vous regardez le film avec ce biais-là, vous verrez que tous les hommes la regardent déjà regardent ses seins. Genre, il n'y en a pas un qui ne mate pas ses seins en permanence. Mais d'ailleurs, elle a un surnom pour ce collègue qui ne fait que mater son... pervert. Exactement. Elle l'appelle donc le pervers des boobs, quoi, les pervers des seins. Et en fait, elle explique que ce mec ne sert à rien au bureau, à part la mater dès qu'elle met... c'est ça. Et qu'il ne connaît pas son prénom, par ailleurs. Ah oui, il l'appelle Brenda au lieu de Bridget, mais genre vraiment littéralement 10 fois dans le film, quoi. Donc, ce qui est aussi très drôle, malheureusement. Oui. Mais ouais, donc du coup, il y a toute cette première partie hyper un peu, on va dire, désordonnée. Et ensuite, il y a le basculement vers cette deuxième partie avec Mark Darcy, où elle est en mode, mais en fait, c'est cet homme-là qu'il me faut, un homme beaucoup plus rangé, plus conventionnel, plus protecteur aussi. Comme disait Cam, du coup, c'est le moment où elle s'habille de manière plus carrée, quoi. Pour moi, elle essaye de s'habiller un peu plus comme Natasha. Natasha, qui est du coup la copine de Mark Darcy dans la grande majorité du film, qui est sa copine, mais en fait sa collègue avec laquelle il travaille, qui est elle-même avocate en droit de la famille, qui est quelqu'un qui est assez austère dans son style, vraiment anti-Bridget Jones. Donc elle est brune, elle a les cheveux très courts, elle s'habille de manière très élégante. Elle est pince sans rire, mais parce qu'elle est pas drôle. Oui, elle est pas pince sans rire, oui, elle est juste pas drôle. Oui, non, mais voilà. Elle est insupportable. Il y a un moment, quand sur la scène de la barque, où elle essaie de lui faire du small talk. Childish. Oui, et ça, elle se fout de la gueule de, du coup, Daniel et Bridget qui se jettent dans... qui
Daniel qui tombe dans l'eau pour faire rire Bridget, et donc ils sont en train de rire aux éclats. Et à côté, t'as donc Natasha qui essaie de faire du small talk avec Mark Darcy et qui lui dit « Oh tiens, dans ce cas, ils ont oublié telle raison, legal reasoning pour expliquer la décision. » Et t'es en mode « Waouh, les conversations sont vraiment très très boring quoi. » Mais ça, c'est parce qu'on peut pas être intelligente et drôle / ridicule, Camilla. Exactement, ben non, et puis elle est pas du tout sexy. Elle ne renvoie aucune... elle a aucun sex appeal, elle est toujours habillée de manière très austère, et donc ça, c'est un peu la copine de Mark Darcy pendant 3 quarts du film. Et d'ailleurs, pour lui, Bridget est une échappatoire. À chaque fois qu'il voit Bridget Jones, c'est pour qu'elle dit des conneries ou elle est dans des situations quand même très ridicule où vraiment un mec de sa posture et de son sérieux entre guillemets ne pourrait pas trouver ça vraiment attirant et séduisant. Mais en fait, ce qu'il aime, c'est qu'elle a cette fraîcheur entre guillemets de pouvoir être ridicule. Je pense que lui ne se permet jamais d'être ridicule. Et donc du coup, je trouve que à la fin, quand elle se met un peu avec lui, ou toute la phase où elle se range un peu plus, elle se rend plus présentable pour... En fait, c'est comme si elle changeait un peu sa personnalité pour le séduire. Pour matcher 100%. Complètement la sienne, et du coup, elle se perd un peu. Ah, Lou est pas d'accord. Pas tout à fait, parce que en fait, le moment quand même où elle décide de changer, c'est avant la volonté de séduire Mark Darcy. Elle change quand elle se fait larguer par Daniel Cleaver, et où elle est en mode non mais si, c'est ça. C'est genre, je veux changer de garde-robe, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Enfin, en tout cas, il y a une volonté de se ranger vers quelque chose de plus sérieux, mais qui est pas forcément dans un but de séduction de Mark Darcy. Mais c'est en réaction à un autre homme quand même. Oui, c'est certain. On n'est pas non plus dénué de tout rapport de séduction et tout. Moi je trouve qu'il y a quand même un peu l'aspect de base, elle voulait séduire Daniel Cleaver, donc du coup très dans la séduction, beaucoup de mous aussi. Moi je trouve que c'est un moment où elle fait c'est beaucoup, très gênant quand elle fait des mous d'ado, elle minaude, elle se rend plus bête que de nécessaire en fait. Elle a une petite voix aussi. Oui. Ouais. Elle parle un peu comme ça. Ce qui est hyper charmant en vrai, mais vraiment ridicule. Oui. Et c'est vraiment, encore une fois, une manière pour les femmes de se rendre plus petites qu'elles le sont, d'avoir une plus petite voix, d'être plus fragile, de faire des petites mots d'enfant, d'être un peu ridicule. Et je trouve que c'est... Enfin, il y a un peu ça qui est énervant dans le personnage de Bridget Jones, de toute façon. On va peut-être développer le principe de vieille fille aussi plus tard, mais je trouve que justement, Bridget Jones n'est pas une vieille fille parce que c'est une femme enfant. Complètement. Mais je pense que tu peux le dire, où en gros il y a le côté où elle est vraiment présentée comme ça. C'est minute 1 du film, elle écrit vieille fille dans son carnet qu'elle commence et tout. Sa mère lui dit quand elle arrive pour les vacances de Noël, si tu t'habilles comme ça, tu vas pas trouver de mari, en gros, enfin plein de discours comme ça. Tout ça pour l'habiller comme un tapis. C'est clair. Vraiment. La mère, elle est incroyable. C'est vraiment, pour moi, il y a un côté dans les films anglais où les femmes d'une 50aine, 60aine d'années, on dirait qu'elles s'habillent avec des rideaux. C'est un enfer. C'est les meilleurs persos. C'est mes préférés. Je les adore également. On les embrasse toutes. Mais où, du coup, il y a un aspect où... on la présente comme ça, étant donné son très grand âge canonique de 32 ans, on n'arrête pas de lui dire qu'elle est trop vieille aussi pour... c'est ça, qu'il faut qu'elle se dépêche parce que sinon, attention, l'horloge biologique. Et pour autant, comme tu dis Lou, elle n'arrête pas de minauder, comme tu as dit Cam, genre de porter aussi des tenues qui sont très enfantines en fait d'une certaine manière aussi, je trouve. Et c'est pas ça joue pas en sa faveur parce qu'en fait on se rend compte qu'elle est quand même très intelligente le moment où elle décide de quitter son taf parce que son boss avec qui elle sort... non, elle est pas intelligente. Elle est pas aussi débile en tout cas qu'elle ne laisse prétendre. Relativement, moi je trouve. Pardon, mais c'est un personnage que je trouve très attachant, mais je trouve qu'elle brille pas par son intelligence. On va pas dire que c'est l'héroïne la plus intelligente qu'on a eu l'occasion de voir dans le cinéma moderne, mais je trouve qu'elle se rend souvent elle-même bête parce que dans ses relations, en fait, elle essaye de plaire à quelqu'un qui est... Enfin, tu vois, même Mark Darcy, il est, je pense, très intelligent scolairement. Émotionnellement, il est con comme un manche à balai. Il a aucune maturité émotionnelle et tout. Alors que je pense qu'elle, quand même, elle a une certaine maturité émotionnelle, mais elle joue ce rôle de la femme enfant, entre guillemets, parce que c'est ce qui lui attire l'attention des hommes. Tu vois, et quand elle essaie de chercher un taf un peu sérieux, d'ailleurs, elle se fait recruter en disant oui, en fait, je quitte mon taf parce que j'ai couché avec mon boss. Oui. Et le mec lui dit nous, on vire jamais les gens parce qu'ils ont couché avec le boss, tu vois. En fait, elle-même, elle se met dans des situations où elle passe pour une idiote.
Et en fait, du coup, je pense pas qu'elle soit foncièrement si idiote. Après, dans le 1, en tout cas, on s'aperçoit qu'elle a ce rôle, on voit bien qu'elle est pas si idiote que ça, mais elle joue volontairement, pour moi, la débilité dans l'optique de pouvoir séduire les mecs, parce que souvent, en plus, elle sort avec des mecs, enfin là, en l'occurrence, Darcy et Cleaver. Eux-mêmes n'ont pas beaucoup de respect et d'estime pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un complexe de supériorité énorme parce qu'il est avocat et qu'il est coincé du cul, et l'autre, il est là en mode, il peut baiser avec tout ce qui bouge, enfin vraiment littéralement, tu vois. Et en plus, il a des rapports un peu chelous avec ce que devrait être une femme. Donc ouais, je pense qu'elle essaye juste de pas finir seule. Et donc en fait, elle essaye de se rendre malléable. Il y en a aucun qui un jour a une discussion avec elle qui est un peu intéressante, quoi. Mais voire discussion tout court. Enfin, moi, un truc qui m'a beaucoup marqué sur sa relation avec Mark Darcy, c'est que au milieu du film, après le fameux dîner juste entre couples, qui est un enfer sur terre pour toute personne célibataire qui a déjà vécu cette situation, je l'ai fait personnellement. Ah là là, on l'a toutes et tous vécu. Oh God, I'm having dinner with Magda and Jeremy. The only thing worse than smug married couple. Lots of smug married couples. Right, everyone, this is Bridget. Bridge, this is Hugo and Jane, and obviously you know Cosmo and Woney. Hi, Bridge. This is Alistair and Henrietta. Hello. Julia and Michael. Hey. Joanne and Paul. Hello. And Jeremy's partners from Chambers. This is Natasha Glenville and Mark Darcy. Hi there. Hello. Enfin, en tout cas, les gens qui ont été un peu célibataires aux alentours de la trentaine, là, ce dîner où en gros elle arrive, elle est placée en bout de table parce que c'est la seule qui est seule et qu'autour d'elle il n'y a que des couples hétérosexuels mariés, il y en a la moitié, les meufs sont enceintes et qui passent leur temps à lui faire des réflexions du type pourquoi t'es toute seule, qu'est-ce que c'est d'être toute seule à 30 ans, oui, non, en lui demandant même des trucs plus génériques. Bridget, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui les femmes de plus de 30 ans elles sont souvent célibataires? Comme si elle avait une réponse à cette question. Et un peu tous ces mecs aussi qui tiennent des propos ultra machistes sur leur meuf et où tu te dis oh my god, mais elle est tellement mieux seule qu'avec un de ces tocards autour de la table. Et je trouve que ça fait quand même un peu plaisir, quoi, enfin, parce que moi je me suis reconnue à 1 milliard de % dans Bridget, hein. Également. Pareil. Mais ça, je trouve que c'est aussi symptomatique de la société dans laquelle elle a évolué. Elle a évolué, c'est-à-dire très 90, très années 2000. On retrouve ce même type de discours et d'éléments de langage dans des séries comme Desperate Housewives, dans Sex and the City, où on a beaucoup ce truc de si t'as 30 ans et que t'es célibataire, tu cherches après l'amour, t'entends en fait ce que disent les gens de toi, les attentes de la société de ce que devrait être une femme célibataire. Donc elle devrait être toujours bien, parfaite, nickel, y a jamais rien qui dépasse, t'as jamais le droit à l'erreur. Et du coup, ces femmes-là, on t'impose d'être ultra parfaite, parce que si tu n'es pas ultra parfaite, tu ne mérites pas l'amour passé un certain âge, du coup. Et je trouve que le dîner représente complètement la société des années 90-2000. Alors, je sais pas trop si encore aujourd'hui on peut dire que c'est en vigueur, même si... Ouais, ok. Bah, en vrai, si. Enfin, si. Non, si, faut pas... Ouais, faut pas... Mais c'était complètement ça, quoi. Mais je suis d'accord, et en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est que elle est tellement pas parfaite, et c'est tellement l'anti-héros plus. Clairement. Elle boit comme un trou, elle fume comme un pompier. Elle parle toute seule, elle sait pas cuisiner. Enfin, c'est un peu un manche quand même, parfois, Bridget Jones. Et elle se casse la gueule tout le temps aussi. Elle se casse la gueule tout le temps. Et elle est bordélique, elle est maladroite. Et du coup, ça en fait un personnage hyper attachant. Et qui se retrouve justement coincé à ce dîner avec tous ces couples affreusement chiants quand même. À mourir. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est le seul personnage un peu intéressant autour de cette dîner, table. Oui, ça c'est certain. Mais et Mark Darcy l'a remarqué également. Tout à fait, mais comme si c'était aussi la seule qui s'était pas éteinte quelque part en se mettant en couple. Oui, c'est vrai. Parce que la plupart de ces femmes dans ces couples-là, elles disent rien, alors qu'elles sont toutes enceintes et que les mecs passent leur temps à leur faire des remarques sexistes, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a quelqu'un en mode oh là là, qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle aurait eu la même attitude si elle avait été en couple à ce même dîner? Moi, 100%. Mais est-ce que tu penses qu'elle serait pas un peu devenue comme les autres meufs là, parce qu'elle a pas trop de personnalité? Tu vois, sa personnalité, elle réside dans le fait qu'elle reste célibataire. Elle est définie par le fait qu'elle est célibataire. Ouais. Moi, je pense qu'elle serait... En fait, je pense que ce qui se serait passé, c'est qu'elle aurait voulu répondre à ce modèle-là, mais qu'elle aurait pas pu par sa maladresse, en gros. Enfin, c'est un peu tous les ressorts du film, c'est un peu ça. C'est qu'elle essaye
de correspondre à un modèle soit de femme très séduisante, soit de femme sérieuse, soit de femme intelligente, etc. Et à chaque fois, elle fait une bourde qui la ramène en fait à son côté sexy, mais un peu potache ou un peu maladroite, etc. Et toujours ramenée à cette condition-là. Mais oui, je pense que, je sais même, pour moi, elle est même pas intéressée par les hommes qu'elle convoite. C'est parce que eux-mêmes sont intéressés par elle que du coup, elle prend de l'intérêt pour eux. Bah justement, le fameux dîner là où Marc Darcy la poursuit après, où il lui dit « Je vois qui tu es vraiment », alors qu'elle enfile son manteau. Ils se sont parlé 4 fois sur 6 mois. Je t'aime pour ce que tu es vraiment. Ouais. Ah, je t'aime pour ce que tu es vraiment, ce qui est genre un cran au-dessus quand même. En anglais. I like you very much, just as you are. Ce qui est répété non-stop. Après, elle va débriefer de cette phrase-là avec ses copains et ses copines pendant 3 mois. Je sais pas combien de temps là. Et en fait, c'est la phrase la plus bateau en plus qu'on puisse dire à quelqu'un quand. Oui, mais ça vient de Marc Darcy qui sait pas s'exprimer, ok. Oui, bon, après, ils ont des très bons psys pour développer la maturité émotionnelle, c'est génial. Non, mais c'est vrai que du coup, cette phrase, elle la garde comme si c'était une déclaration d'amour ultime, alors que. C'est littéralement la clé de son cœur. Parce que en gros, avant, elle disait à tout le monde qu'elle détestait Marc Darcy. Elle lui a parlé 3 fois, elle le déteste quand même. Il lui dit ça, là, elle l'aime. Et elle en parle à tout le monde. Non. Là, elle commence à se dire « Ah, peut-être que je me suis trompée sur son compte. » Mais il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'elle croit que Marc Darcy a volé la fiancée de Daniel Cleaver et que donc le mec est le tocard ultime, alors qu'en vérité c'est la situation inverse qui s'est produite, c'est-à-dire que la fiancée de Marc Darcy a couché le jour de son mariage avec Daniel Cleaver et qui les a surpris. Mais sachant que Bridget Jones est quand même attirée par Marc Darcy en pensant qu'il a couché avec la fiancée de Daniel Cleaver. Oui, mais il veut pas en entendre parler. Et elle veut pas entendre parler de lui. Oui, mais bah non, parce que quand il lui dit... J'essaye de défendre Marc Darcy, Colin Firth pour toujours. Non. Moi, et puis même, c'est ça, c'est tout ce modèle de... Ouais, c'est un énorme connard à ses potes pendant toute la moitié du film. Et le moment où il lui dit « Je t'aime pour qui tu es », alors qu'il lui a parlé 4 fois, donc il ne sait littéralement pas qui elle est, c'est bon, c'est fini, c'est l'amour de sa vie. Elle a un peu des remords. Ah, moi, non, elle a un peu des remords en se disant... Bon, quand même, il a couché avec la fiancée de son meilleur pote, c'est pas top. Non, mais elle commence vraiment à le kiffer quand ensuite elle travaille dans la télé et qu'il arrive à lui obtenir une interview exclusive. Ah, mais si, c'est vrai. Elle l'aime déjà un petit peu avant, sauf que là, c'est vraiment, elle se dit waouh, c'est le big gesture, tu vois, genre en mode oh waouh, il a fait un truc de ouf pour moi, c'est que obviously il est amoureux de moi, mais déjà quand il lui dit ça, bah ça y est quoi, elle a mordu dans la hameçon, enfin ça y est, c'est fini. C'est juste la dernière barrière qu'elle s'impose de limite de moralité, c'est le fait que c'est quand même un connard, il a couché. Dès que sa mère lui raconte la vérité, ou je sais pas si c'est sa mère lui réexplique la vraie histoire, elle est en mode genre, ouah, boum, tu vois l'étincelle dans ses yeux, elle est en mode genre, oui, mais parce qu'en fait, c'est pas un connard. En fait, c'est pas un connard. Le connard, c'est Daniel Cleaver. Oui, mais donc du coup, c'est vraiment la dernière barrière qui fait qu'en fait, elle se dit, en fait, je peux lever les 4 fers, c'est ok, mais sinon, elle est déjà piquée. Juste, c'est exactement ce que tu disais dans le narratif de la comédie romantique, c'est que c'est la dernière péripétie avant que les 2 protagonistes principales puissent être ensemble. Et donc là, tu te dis, bah en fait, voilà, elle est trop... éthique et morale pour accepter ça, et finalement bim bam boum, le truc tombe, château de cartes s'effondre, et là il faut que... Non mais c'est le mec génial, il est droit, il est correct, il est raisonnable, il est moral, et donc c'est un bon parti. Oui. Et même c'est vrai que son éthique à Bridget Jones, je trouve qu'elle tourne beaucoup autour du mariage, parce que en gros t'as ça justement où la dernière barrière pour aller vers Marc Darcy, c'est le moment où sa mère lui dit en fait il n'a pas c'est lui qui s'est fait tromper dans son mariage et pas l'inverse et tout, et donc là elle se dit mon Dieu, tout va bien, c'est un mec droit. Et il y a ça aussi quand elle découvre que Daniel Cleaver la trompe, ou globalement, moi ce que je trouve ça la gêne un peu quand elle découvre qu'il y a une autre femme chez lui globalement, mais ce qui est vraiment le moment où elle craque, c'est quand Daniel Cleaver lui dit qu'il est fiancé avec cette femme. Non mais parce qu'elle lui dit pas que ça, moi j'ai noté là carrément, parce que Daniel Cleaver, ce gros tocard. Je suis trop chaude qu'on fasse une sélection des meilleurs moments avec Daniel Cleaver, moi aussi j'en ai noté plein dans mon carnet. Non mais en gros, ce qu'il lui reproche et pourquoi il se fiance avec elle, c'est parce que l'autre elle est plus jeune, plus fine et américaine. Ouais.
Genre, c'est ça le triptyque gagnant, apparemment, pour être en couple en 2001 avec Daniel Cleaver. Donc vraiment, il lui dit young, thin and American. Ouais. Et d'ailleurs, vraiment, l'américaine... ça m'a traumatisé, quoi. Mais c'est traumatisant. Mais d'ailleurs, l'américaine, là, quand Bridget remonte, on remarque... Parce qu'elle est sur le point de sortir de chez lui. Parce qu'en fait, Bridget Jones revient de son week-end où Daniel l'a planté, soi-disant pour une urgence de taf. Donc elle revient de son week-end, elle déboule dans son appartement habillée en lapine, parce que c'était son costume. C'est hilarant en ce moment. C'est hilarant. On va devoir aussi parler du moment lapine, je pense. On va devoir parler du moment lapine et de l'oncle gênant, mais elle déboule chez Daniel en se disant « Ah, machin, tu travailles et tout », en mode bonne copine, alors qu'elle lui avait demandé la veille elle lui a demandé la veille s'il l'aimait. Il a un peu hésité à dire oui, et puis en fait, le lendemain matin, aux aurores, elle lui dit qu'il a un call de boulot, qu'il doit rentrer plus tôt que prévu, donc le timing, pour elle, commence à la faire douter sur le fait qu'il est vraiment amoureux, et est-ce qu'elle commence à se poser des questions sur le fait qu'elle se soit peut-être précipitée, et elle lui dit d'ailleurs, tu sais, je pensais pas vraiment ce que je disais hier, quand je te demandais si tu m'aimais, machin et tout. Donc elle revient chez lui, elle déboule, elle fait un petit trop tiède juste à ce moment-là. Elle fait pitié, elle fait pitié de ouf, c'est horrible. Mais c'est parce que c'est ça aussi d'être confrontée à des tocards. Oui. C'est que du coup, il y a un peu ce truc où genre, elle peut pas lui faire confiance et elle a envie de lui dire des trucs parce qu'elle se projette avec lui, mais elle se rend bien compte que lui, il réciproque pas de la même manière et oui, c'est clair. Et donc, elle cherche dans l'appartement une nana potentiellement cachée, elle ne trouve personne, donc elle est quand même sur le point de partir, il l'a rassurée, elle a calmé ses pensées intrusives ou qui lui laissaient soupçonner une tromperie. Et en fait, au moment de passer le pas de la porte, elle remarque un gilet qui n'est pas bien, rose. Et là, elle se dit, non, mais il y a forcément une meuf qui était là. Et donc, elle remonte par réflexe dans la chambre et elle va checker la seule pièce où elle n'a pas eu le réflexe de checker initialement, qui est la salle de bain. Et là, elle trouve donc la fameuse Lara, je crois, qui est donc la collègue américaine de Daniel, qui est à moitié à poil sur la salle, qui est à poil d'ailleurs sur le rebord de la baignoire et qui ne cache ses parties intimes qu'avec un grand journal. Et non, c'est le livret sur lequel il travaillait. Ah oui, le livret exactement. Le livret d'édition, t'as tout à fait raison, sur lequel il bossait. Et elle est vraiment posée. Ah oui. Genre, elle est pas stressée, elle ne se cache pas, elle est juste tranquillement posée sur le rebord de la baignoire. Et ben là, quand elle est posée comme ça et que Bridget rentre, l'autre, elle feint rien du tout, donc ce qui laisse supposer qu'elle est au courant. Et ce qui confirme qu'elle est au courant, c'est qu'elle lui dit, donc à Daniel, « You told me she was thin ». Genre, tu m'as dit qu'elle était mince. Ouais. Et là, Bridget en choc qui se casse. Pour rappel, Bridget Jones, elle fait genre un 38. Hein. Oui, elle est pas grosse. Mais à côté... Du poids de Bridget Jones, d'ailleurs, qui est quand même un sujet dans le aussi, film, ouais. November 9th, weight 138 pounds. Cigarette 3, birthday 33. Mais d'ailleurs, à côté, il y a que des meufs qui font du 34. Ah ouais, bah ouais. Et vraiment, c'est que des mannequins. Enfin, elles sont 2000, toutes... c'est les années 2000. Et elles sont toutes vraiment très élancées et très très minces, quoi. Ouais. Et elle... mais c'est un peu du coup ce que tu disais aussi sur le côté Grace Kelly ou Audrey Byrne versus Marilyn Monroe. Ouais. C'est que elle, c'est vraiment la plantureuse, la sexy, la fille d'une nuit. Oui. Versus... ces femmes minces, élancées, qui donc... elles sont toutes brunes, par opposition à elles elle sont qui est blonde. l'intelligence, et donc, elles, ce sont les femmes d'une vie. Oui, ouais. Mais Bridget, elle peut pas être une femme d'une vie. Non. Et non. Pauvre Bridget. mais ouais, c'est vrai que sur l'obsession sur son poids, ça c'est vraiment quelque chose tout le temps. Qui est en permanence. Même ses potes n'arrêtent pas de l'associer à son poids, Quand systématiquement. Bah, notamment à son dîner d'anniversaire où je sais plus, il y a une remarque où ils disent oh, t'as l'air hyper mince ou un truc comme ça. Oui. Enfin, tu sais, et où c'est le compliment ultime qu'on peut lui faire. C'est une époque après. Ah ouais. La réalisatrice avait demandé à Renée Zellweger de prendre du poids pour le film, hein, parce qu'en fait il voulait la protagoniste principale, il la voulait un peu empotée, un peu boulette, justement qui rentrait pas dans les codes très filiformes des années 90-2000 qui était quand même la période où on avait Kate Moss et les extremely thin, enfin ce qu'on appelle les corps, les filles très minces. Les filles très minces, mais du coup c'était vraiment le code un peu filiforme
les filles un peu épis de maïs, quoi. Il y avait aucune forme, en fait. C'était pas du tout les corps plantureux comme elle était, elle. Après, moi je trouve ça un pari réussi, hein, parce que du coup, c'est vrai, le personnage ressemble à une plus grande majorité de femmes, et que donc on s'y associe plus, et qu'elle apparaît comme quelqu'un d'humain, qui a aussi, en tout cas, ses propres complexes, à minima, alors que quand, pour reprendre The Holiday, autre film réalisé par une femme, Cameron Diaz qui complexe sur son physique ou sur son poids, non, mais c'est pas... on n'y croit pas, tu vois. Oui, non. Donc, d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas dans le film, mais ce que je veux dire, c'est que, au moins ça nous la rend un peu plus humaine et un peu plus proche. On arrive à se retrouver en elle, quoi, et dans ses complexes, alors que pour autant, elle est pas grosse, elle est pas moche, elle est pas... Enfin, tu vois, elle est tellement craquante. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Moi, je trouve pas du tout. C'est pas vrai. En fait, moi, c'est un personnage, comme elle est en en fait, il y a toute une partie où elle est constamment dans l'attente et elle ne vit que pour créer le désir chez les hommes. Et moi, c'est vrai que du coup, ça me... Mais mais du coup, ça me fait penser à la scène de préparation de date. Ben oui. Mais c'est incroyable. Mais pardon, mais elle est incroyable cette scène avec la musique pseudo-film d'espionnage où t'as ses copains-copines qui lui donnent des recommandations toutes plus farfelues les unes que les autres. Et elle se retrouve à parler avec Salman Rushdie, qui est un grand écrivain en plein poète, dit n'importe quoi. Elle finit par demander où sont les toilettes. Enfin, moi, ça m'a fait hurler de rire, vraiment. Oui, elle est très drôle, mais en fait, c'est sûr qu'elle vit des situations qui sont très drôles et très gênantes, mais moi, c'est vrai que je ne m'identifie pas à elle. Il y a un côté où, en fait, elle m'énerve tellement. Je trouve qu'elle prend un chemin de se minimiser à tel point pour plaire aux hommes que elle s'efface elle-même, quoi. Quand elle a pas un mec dans sa vie qui crée un peu de mouvement, on la voit, c'est ça, soit dans la scène du début avec All By Myself, qui est une scène extraordinaire aussi. Génialissime. Incroyable, mais elle est dans l'attente, globalement. Non, c'est génial. C'est génial, mais elle fait rien. Oui, mais elle fait pas rien. Elle fait des trucs qu'on fait quand on est tout seul chez soi. C'est-à-dire se mettre à chanter de manière... vraiment, en faisant des moves de Céline Dion, de rockstar, mais... Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et ça la rend tellement normale. Ça la rend normale. Oui, elle est pas passive. En vrai, elle fait des trucs. Pour moi, elle s'active au moment où elle a un homme en face d'elle qui justifie le fait qu'elle doive s'activer. En fait, c'est pas tant qu'elle soit passive, moi je trouve, c'est juste que tu sens que là, en tout cas dans la manière dont elle est dépeinte dans le film, sa principale et seule priorité, c'est pas tant l'épanouissement personnel via son travail, via le fait qu'elle s'occupe d'elle-même. Elle ne s'occupe d'elle-même que quand elle n'a pas le choix. En fait, sa seule priorité là tout de suite, et c'est ce qui revient tout le temps dans le langage qui est utilisé par les personnages autour d'elle, c'est de trouver quelqu'un. Et donc dans le All By Myself, je suis d'accord avec toi, c'est trop cool, on voit quelqu'un qui est hyper nature peinture, en train d'être vraiment pleinement lui-même chez soi, où elle se sent à l'aise d'être avec ses failles et de kiffer ce moment-là. Pour autant, elle a l'air misérable, elle est là en train de bouffer de la glace, je crois. Mais moi je trouve pas, elle ressemble juste à une meuf toute seule chez elle. Oui, mais une meuf toute seule qui est en train de déprimer chez elle, elle est pas en train, elle a pas une grosse musique de genre je suis la meilleure, je suis la best, voilà machin, I'm feeling myself. Elle est en mode genre littéralement enfin tu vois, genre c'est une chanson trop triste, quoi. I can buy myself flowers, c'est sûr. Exactement. C'est pas en mode girl power là, c'est en mode que quelqu'un, enfin limite elle est en train de s'effondrer. Mais attends, on peut, mais je lui en veux déjà, pas. C'est un ressort de comédie romantique. Oui. De deux, on a toutes déjà été dans cette situation. Mais c'est ce qui la rend identifiable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un moment où elle est en train de se dire, ok, j'ai pas de mec, mais je suis en train de gérer ma carrière, ou ça se trouve, elle gère rien du tout. En vrai, tout va très mal. Non, mais c'est vrai que du film, tout va très mal dans sa vie. Au début, elle arrive pas à évoluer dans sa carrière. Elle est célibataire, elle mange n'importe comment, elle boit, elle fume comme un trou. Oui, mais justement, ce moment-là, du coup, pour moi, il est génialissime parce que ça la rend très identifiable, parce que c'est un moment très, très, très humain, très vulnérable, et où on se rend compte que on peut pas être tout le temps en train de cocher des cases et surperformer dans sa vie, et que c'est ok d'avoir des moments de down, tu vois. Mais je trouve que pareil, c'est un moment où dans sa vie, le seul mois, tu vois, plutôt que de se dire ok, bah là je suis à un moment où j'évolue pas dans ma carrière, j'ai pas de copains et tout, elle ne prend pas l'initiative de prendre soin d'elle quoi qu'il à travers le film, du tout, hein, à aucun moment. C'est vrai. Et tout est lié au fait d'avoir l'attention d'un homme. Et c'est ça le seul truc, vrai. Tu vois, où je me dis, bon, peut-être que sur ça, peut-être qu'on s'identifie moins parce qu'on a peut-être des priorités différentes, mais on aurait bien aimé... les scènes de sexe avec des soutiens-gorge. Oh, waouh. De ouf.
Mais je te laisse en parler parce que vraiment c'est un grand moment. J'ai rien à dire de plus. Moi, ça c'est marrant parce que moi c'était les culottes, enfin le fil rouge des culottes, mais on peut enchaîner après sur le fil rouge des culottes. Mais peut-être soutien-gorge d'abord du coup. Non mais j'ai rien d'autre de plus à dire, mais genre juste finir le sexe, et enfin c'est vraiment ce truc des années 2000 qui me tend. En mode vraiment, ils finissent le sexe, le mec est torse nu et la meuf elle est là avec son soutien-gorge. Mais genre, mais c'est pas quand enfin, à quelle heure? Voilà. Je suis d'accord. Merci, coup de gueule. Mais elle a enlevez vos soutiens-gorge. Elle a pas l'air d'avoir des moments. On n'a pas des scènes. Enfin, il y a une seule scène où on voit vraiment deux personnes fully à poil. C'est la scène où la mère parle de la tromperie de Daniel avec la femme de Marc. Ah oui. Et en fait, du coup, on voit la projection. On voit pas leur tête. On voit pas leur tête, mais on a la projection de Bridget qui s'imagine la scène. Et donc, effectivement, on voit une scène hyper torride entre deux personnes qui sont en train de faire l'amour par terre, tu vois, sur un tapis. Devant un feu de cheminée. Tout à fait. Donc, les fesses de Hugh Grant. Ça montre la doublure de Hugh Grant. Ça montre à quel point, genre, elle-même, elle se projette. Enfin, les scènes qu'elle vit, elles sont pas forcément celles qu'elle projette dans sa tête quand elle imagine ce que c'est de faire l'amour passionnellement. Ouais. Déjà, il y a un décalage. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression qu'elle vive des relations sexuelles où elle soit pleinement épanouie, dans le sens où, tu vois, il y a un moment où elle a honte parce qu'elle avait pas prévu de coucher avec son boss Daniel Cleaver, et donc elle avait mis une espèce de Spanx, donc l'espèce de la culotte de grand-mère, quoi. La fameuse culotte. Lui fait ah bah t'as une culotte de grand-mère, machin et tout. Elle est gênée, donc en fait on sent que là elle est en train de se dire merde, putain, j'aimerais bien arrêter, machin et tout. Et lui il a un réflexe de l'appeler Hello, mommy. Enfin, pardon, mais enfin, ça existe quelqu'un de se faire appeler maman ou pas? Parce que vraiment, moi, cette scène, j'étais là genre, oh waouh! Difficile, quoi. Moi, c'est vrai, c'est ça, même, le fil rouge des culottes dans ce film, où il y a justement cette culotte, donc, dite gainante, où il y a toute une scène. Ah oui, la gainante. Où elle hésite entre porter un string ou cette culotte gainante, disant que le string, c'est si jamais elle couche avec lui, ce serait bien qu'elle le porte, mais la culotte gainante, ça lui permettra de coucher avec lui dans le futur, parce qu'elle cachera son ventre du coup. Non, mais c'est, ouais, waouh. Et où après, il y a à nouveau l'histoire d'une culotte, à la fin, quand elle va coucher avec Mark Darcy, où globalement, ils ont attendu ce moment pendant longtemps, j'imagine, de se choper, tu vois. Et elle, sa prio, c'est quand elle monte chez elle avec lui. Lui, il est en mode, genre, il veut s'approcher d'elle et tout. Elle lui dit, non, attends 1 minute. On se dit, qu'est-ce qu'elle va foutre? Changer sa culotte. Ah, je peux pas. Parce que c'est sa priorité, c'est de porter, du coup, un string léopard pour se montrer plus séduisante aux yeux de Mark Darcy, alors que bon... C'est quand même vachement ridicule quand il pense, hein. Mais moi, le fil rouge des culottes m'a beaucoup marqué dans ce film. Ouais, et c'est pour moi aussi un objet un peu de soumission, dans le sens où il y a cette scène qui est à nouveau extraordinaire, où elle court après Mark Darcy dans la rue, avec ce fameux string léopard, parce qu'elle pense qu'il va partir, parce qu'il a trouvé son journal et qu'il a lu qu'elle disait que c'était un tocard dedans, et du coup il était vexé et il s'en va. Du coup elle lui court après sous la neige. Qui méritait d'avoir été trompée. Ah oui. Non, et puis ça terminait par I hate him. Je le déteste. Ouais. Et où, donc du coup, elle lui court après et tout machin. En fait, il allait juste lui acheter un nouveau journal pour qu'il commence une nouvelle page. Ça, je trouve ça très mignon. Ça marchait sur moi. Ça marche, franchement. Et c'était pas la première fois que je regardais le journal de Bridget Jones. Ça marche à chaque fois. Avec sa marche à chaque fois. Là, mais moi, je peux pas. Hein. T'es vraiment un cœur de guimauve, en fait. Mais oui. C'est trop mignon. Mais je fais semblant d'avoir une armure et en fait, en dessous, petit cœur tout. Non, mais après, Colin Firth, c'est ma kryptonite. Ouais, mais je pensais pas que t'étais autant vraiment. Non, mais tu du vois, coup, ça c'est aussi une un vraie truc romantique en fait. Mais en fait, ça c'est un truc aussi, c'est que les comédies romantiques anglaises, moi je trouve que ça marche de fou. Beaucoup plus que les comédies romantiques américaines qui me laissent globalement froide, totalement, où je ne prends absolument aucun plaisir. L'humour anglais, les situations un peu ridicules, la scène de la bagarre, où en fait c'est vraiment très Oxford, c'est vraiment. Descends, tu vois, tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Oui, et puis là, ils disent pardon à toutes les personnes qui la croisent. Parce qu'en fait, ils finissent par continuer la bagarre dans un restaurant grec. Quand même, la scène est fabuleuse. Elle est géniale. Et donc, ils s'éclatent l'un l'autre sur les différentes tables. Ils sont là vraiment en mode I'm sorry. C'est hilarant. Whose side are we on? Mark's, obviously. He's never dumped Bridget, some naked American. And he said he liked her just the way she is. Yes, but he also nicked Daniel's fiancée and left him broken-hearted. Good point. It's a very hard one to call. It's raining men.
I'm so sorry. All right. Oh God, I'm sorry. I really am sorry. Non, mais enfin vraiment, moi je prends totalement la comédie romantique anglaise, beaucoup plus. Ouais. Et ça vaut pour 4 mariages et un enterrement aussi. Et en Genre, fait, de manière générale, les comédies romantiques avec Hugh Grant, globalement, ça oui. fonctionne. Oui, vraiment. mais oui, du coup, pour finir sur cette culotte, Le string léopard. le string léopard, où en gros, moi je trouve qu'il y a un côté où elle en a un point désespéré de un homme enfin bien arrive dans ma vie, il s'en va, il faut absolument que je le course, je n'ai pas les 30 secondes pour mettre un pantalon pour ne pas avoir froid sous la mais ça neige. c'est Bridget Jones. Ah ouais, mais je trouve qu'il y a Mais Bridget Jones, évidemment, elle fait tellement n'importe quoi que tu sais que déjà elle met un gilet, franchement c'est pas mal. Et en fait parce que au début elle va pour partir vraiment en débardeur et en culotte et dehors il fait vraiment 0 degré, il Il y a neige. de la neige, ouais. Et donc elle revient et puis elle met des chaussures parce que clairement elle a froid aux pieds, mais elle a juste le temps d'enfiler un gilet qui est sur sa rambarde et de sortir. Non mais moi ça j'adore. Hein. Mais moi j'aime bien, mais c'est que enfin je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas t'as le côté où elle arrive du coup devant ce Mark Darcy littéralement nue et en étant en mode complètement vulnérable et un peu un truc de tu peux faire de moi ce que tu veux. Enfin, tu t'en vas faire les courses. Je panique tellement que je sors en vu le contexte, elle se dit putain je suis en train de louper l'homme de ma vie, il faut que je lui explique. Mais il y a un peu ce truc où je suis d'accord avec Jude quand même, c'est que ça la remet à nouveau dans une situation où elle est dans une situation très sérieuse et le mec aurait pu attendre d'avoir une conversation avec elle sachant qu'elle était juste dans la pièce d'à côté. Lui émotionnellement vraiment avec non mais il a la maturité émotionnelle d'une moule, donc faut se le dire, tu vois, le mec il décide de partir sans lui expliquer qu'il va lui acheter un nouveau journal. Quand elle hurle son nom elle hurle son nom 4 fois par la fenêtre, le mec est vraiment pas très loin donc il l'entend, il ne se retourne même pas, enfin à la fois elle se retrouve encore une fois dans une situation où elle passe quand même pour une idiote alors que la conversation aurait pu être très sérieuse, très open, très calme, mais on a à nouveau ce narratif de malgré tous les efforts que Bridget peut faire, malgré le fait qu'elle trouve le mec posé, qu'elle veuille se poser et qu'elle veuille un peu grandir, ça reste cette femme enfant un peu voilà quoi, un peu qui fait des bêtises, qui est pas sérieuse quoi. Et aussi une vision de il faut faire des efforts pour l'amour, de se vendre en permanence et d'être la meilleure version de soi-même ou la version qu'on pense que l'autre veut pour être désiré. Relativement quand même, parce que ça suit la scène dans la cuisine où elle veut cuisiner pour son anniversaire à ses amis. Oh, la soupe et bleue, elle fait vraiment n'importe quoi. Et il y a Mark Darcy qui arrive et quand même elle peut pas faire semblant de vraiment pas savoir cuisiner quoi. Oui, mais ça c'est pas, enfin moi je trouve que pas savoir cuisiner c'est pas non plus un red flag total. Non mais je suis d'accord, mais ça va un peu dans tout ce truc de genre elle est tellement pas parfaite. Elle-même, ouais. Et elle est elle-même. Et d'ailleurs cette scène de l'anniversaire, est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur le retour de Daniel Cleaver qui réapparaît du je ne sais où d'ailleurs et qui se permet de la traiter comme si ils étaient encore en couple, donc il y a clairement un jeu de manipulation aussi parce qu'il l'appelle par un petit surnom qu'il lui donnait quand ils se fréquentaient. Il profite de l'opportunité qui est Mark Darcy pour réaffirmer en gros son positionnement lui vis-à-vis de Mark en disant non mais en fait Bridget c'est un peu ma meuf quoi, donc en fait il la traite comme une chose, ce qui amène d'ailleurs la scène de la bagarre. Hein. Elle se laisse faire. Hein. Elle se laisse faire, sur le coup elle ne répond pas, alors elle reprend ce rôle de la meuf un peu concon où elle ne dit rien alors qu'elle pourrait très bien dire non mais en fait mec tu n'as rien à faire ici, tu m'as lâché comme une merde, j'ai dû démissionner à cause de toi. Quand Mark Darcy se casse, elle dit Mark, mais elle ne lui court pas après, elle le laisse partir. Et ensuite, quand Mark revient pour demander un duel, elle laisse complètement les choses se faire. Hugh Grant, il est si drôle par contre. Non mais là, il est génialissime. Parce qu'il lui dit qu'est-ce que je prends, mon épée ou mes pistolets? Mais il est génialissime. Drôle. Il est génialissime. Mais c'est le meilleur personnage du film. Daniel Cleaver est le meilleur personnage du film. Il est toxique. Il est toxique, mais ça le rend attachant de ouf. C'est le lâche séducteur. Vraiment, il a zéro qualité, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Il est super hilarant. Avec ses mèches là, enfin ses mèches de cheveux là. Je peux pas, il est trop drôle. J'ai noté un truc pendant le film. J'ai mis ma main devant ma bouche de choc quand il fait semblant de rugir en démarrant sa voiture. Ah j'adore, c'est vrai. Si vous vous souvenez ce moment, j'ai voulu me mettre sous mon canapé. En fait, j'étais gênée. Il emmène Bridget Jones en week-end, du coup, et donc en Porsche.
Porsche, quoi. Il débarque en Porsche décapotable, il fait rugir le moteur et en même temps il mime un rugissement de lion. Ah, c'est gênant, mais c'est trop drôle, ça marche trop bien. Bah oui, mais du coup c'est vraiment genre le tocard, enfin... mais du coup c'est vraiment... Tout le film se réduit un peu à genre... Cette meuf qui est humaine et normale, va-t-elle choisir le prince charmant juste et moral qui a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle, ou va-t-elle choisir le séducteur lâche et tocard, mais par contre qui est drôle et un peu passionné, passionné. Et qui lui parle que de son corps aussi. Moi c'est ça, c'est un truc... Alors attends, il y en a un qui lui parle que de son corps et l'autre qui lui parle... pas de son corps. Qui lâche 3 phrases, hein, et tu sais pas... Enfin, c'est jamais très profond. Le pire moment, c'est la scène, leur premier date, où il parle et Bridget va pour raconter quelque chose et Daniel Cleaver lui dit je m'en fous de ce que tu racontes, est-ce que tu peux me parler de quand t'étais petite et que t'allais dans la piscine de... Non, c'est pas ça. Ah oui, de Mark Darcy. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, il lui demande de raconter une anecdote sexuelle et vraiment... non, c'est une anecdote sur son ennemi, quoi. Enfin, tu sais, un peu... Mais après, pour le coup, il ne fait que lui parler de sa culotte, hein. Ça, c'est vrai. Et même, de toute manière, leur premier rapprochement, entre guillemets, après qu'il se drague par message, c'est littéralement lui qui lui met une main aux fesses dans les ascenseurs sans qu'elle l'ait rien demandé. Oui, c'est... Bah oui. Ce qui est atroce. Est-ce qu'on peut parler des autres personnages féminins ? Tout à fait. Ah oui. D'abord le personnage de la mère. Moi je trouve qu'il est trop intéressant, le personnage de la mère, parce que elle veut absolument caser Bridget Jones. Oui. Mais vraiment de A à Z, enfin genre c'est le premier moment du film, c'est répété 1 milliard de fois pendant le film, alors que elle-même se plaint de du père de Bridget Jones, avec qui elle est restée 30 ans. Elle dit qu'elle a sacrifié sa vie pour lui, qu'elle est passée complètement à côté de sa vie, qu'elle a plus aucune vie sexuelle, etc. Et donc elle décide de le quitter pour ces raisons-là, et pourtant, elle veut ça pour sa fille. By the way, the Darcys are here. They brought Mark with them. Ah, here we go. You remember Mark? He used to play in his paddling pool. He's a barrister, very well off. No, I don't remember. He's divorced, apparently. His wife was Japanese. Very cruel race. Now, what are you going to put on? This? Oh, don't be silly, Bridget. Never get a boyfriend if you look like you've wandered out of Auschwitz. Now run upstairs, laid out something lovely on your bed. Mais je sais pas si elle veut vraiment ça pour sa fille ou si c'est parce qu'elle ne veut plus entendre que sa fille est une vieille fille, tu vois. D'un point de vue société aussi. Tu crois ? Bah, moi, c'est vraiment juste, elle pense que c'est la solution quelque part quand même. D'ailleurs, elle revient vers le père. À la fin, au lieu de s'émanciper et de se dire ah bah non, en fait lui il me convenait plus, celui qui suit le présentateur là ne conviendra pas non plus, et bien je décide de m'émanciper de tout ça. Non, elle revient juste vers son premier mari. Ouais, c'est vrai. Bah c'est aussi une génération qui, je pense, se voit pas ne pas être en couple entre guillemets. Mais moi j'avais plus interprété ça dans le sens où, alors oui, effectivement, elle veut que sa fille soit en couple pour suivre le stéréotype de voilà, tu finis en couple, tu as des enfants, et puis c'est la stabilité, c'est l'évolution, etc. Mais je m'étais quand même dit qu'il y avait dans ce discours-là, que ça faisait aussi écho au truc en tant que parent, tu reçois des injonctions de la part de la société et au sein même de ta famille, de te dire que passé un certain âge, si ta fille ou ton fils n'est pas marié, c'est qu'il y a un problème avec eux, quoi. Et comme Bridget ne coche aucune case, bah c'est un peu le vilain petit canard pour ses parents, et on serait bien content qu'elle me ramène quelqu'un, au moins ça ferait taire les bruits de couloir, quoi. Et qu'elle ramène quelqu'un, et au pire si c'est un divorcé, c'est pas grave. Oui. Tant qu'elle ramène quelqu'un, histoire que ça fasse taire un peu les bruitages et que les commérages de famille et des voisins, ils seront contents, même si elle-même, elle sait que en fait, se caser trop tôt ou avec la mauvaise personne, ça la rend elle-même vulnérable, enfin elle-même misérable, tu vois. Et c'est là où je l'ai trouvé moi hyper problématique, parce qu'elle la case tout le temps, et en plus elle ne lui tient jamais aucun discours affectif. Il y a vraiment aucun mot affectif de la part de la mère. Elle a une mère complètement toxique. Qui lui parle de ses relations sexuelles. Oui, il y a aucune intimité, enfin il y a aucune barrière entre les deux. Tous les sujets sont sur la table du côté de la mère, mais on sent que Bridget n'est pas du tout à l'aise quand la mère aborde les sujets sexuels. Hein. Donc bah, tu m'étonnes. Qui veut savoir ça? Et en parlant de personnages féminins problématiques, c'est à peu près tout le monde sauf Bridget Jones dans le film. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même
c'est quand même le gros problème du film, il y a 0 sororité. Non. Enfin, les meufs sont des connasses entre elles, mais vraiment d'une force. Et notamment, du coup, les prétendantes, en fait, entre énormes guillemets, de Daniel Cleaver et Mark Darcy, donc Natasha et Lara, qui sont quand même vraiment très méchantes avec Bridget Jones et qui sont par ailleurs des personnages assez exécrables en soi. Et aussi qui n'existent que par leur méchanceté. Oui. Enfin, t'as l'aspect où... Parce que je trouve il y a toujours ça aussi, dans les comédies romantiques, le côté, si t'as un peu une concurrente, entre guillemets, elle est un peu diabolisée, alors que, monsieur, si t'es à la base de Natasha, où je suis maquée avec Mark Darcy, et t'as une meuf qui tourne un peu autour de mon mec, je serais pas ravie non plus. Mais, comme on n'a pas son point de vue, globalement, elle passe juste pour une meuf, enfin, elle est là pour être une meuf méprisante, qui montre l'alternative classique, entre guillemets, pour Mark Darcy, et le droit chemin qu'il devrait prendre, à savoir se marier avec une autre avocate, mais aussi parce que je pense qu'elle ne la considère pas comme une menace. Et pour moi, Natasha dit par contre une des répliques les plus intéressantes du film, pour la fameuse scène où elle est déguisée en lapine, Bridget Jones, on va en reparler maintenant, quand elle arrive, donc en gros c'est une journée fête où de base le thème de la journée c'était prostituée. Oui, prostituée et prêtre, très anglais comme thème. Et où du coup, Bridget n'avait pas eu le message que ce thème avait été annulé, donc elle est arrivée habillée en Playboy, en Playmate en fait. En Playmate, Donc en lapin, en gros, un déguisement de lapin sexy. Avec un corset très moulant, juste des collants. Les petits pompons en guise de queue et les oreilles de lapine, Ouais, donc elle débarque comme ça au milieu d'une fête avec des Anglais coincés, donc ça fait un petit décalage qui est quand même assez drôle. Et sachant qu'il y en a aussi un certain nombre d'autres qui n'ont pas eu le message et qui sont aussi habillés soit en vicaire, soit en prostituée. Il y a la tante. Il y a que sa tante qui est en prostituée. Oui, et son père qui est en prêtre. Oui, mais du coup les autres sont venus soit en tenue de baptême, soit en prêtre, mais en fait la seule autre personne qui quand même comme elle a l'air d'être un peu hors norme entre guillemets, c'est sa tante qu'on voit habillée comme une prostituée, mais du coup elles ne sont que deux. Et la tante d'ailleurs, quand elle se rend compte qu'elle n'est pas dans le thème, elle se cache dans un buisson et puis elle essaie de s'extirper. Alors que Bridget arrive, première chose qui se passe, c'était quand même la scène où elle parle à son oncle et son oncle joue avec la queue de lapine. Et c'est sa mère qui l'empêche. Son temps à lui toucher les fesses de toute manière à tous les repas de famille. Exactement. Et où du coup, donc elle arrive à cette fête et là il y a Natasha et Mark Darcy qui sont sur le côté et où Natasha dit cette phrase qui est mais comment est-ce que certains hommes peuvent trouver ça séduisant, et en fait à côté il y a tous les hommes qui sont alignés, qui ont vraiment les yeux du loup de Tex Avery et qui pendent la langue et sont en mode waouh elle est sexy, voilà. Dont Mark Darcy d'ailleurs, et où c'est vrai que pour moi ça résume très bien aussi une question sur ce film, c'est est-ce que les hommes veulent des femmes qu'ils trouvent désirables mais connes, enfin globalement je trouve que enfin moi le film je le lis comme ça, en tout cas je le lis un peu comme ça, le fait qu'il y en a aucun des deux qui ait une conversation un peu honnête, un peu sérieuse avec elle, parce que pareil on aurait pu avoir un moment hyper intéressant sur la découverte du journal intime où ils se parlent, où c'est profond, où elle lui dit bah ouais je pensais que t'étais un énorme connard mais en même temps il faut me comprendre machin et tout, et lui qui se remet un peu en question de je suis désolée, j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même sur mes émotions, tu me troublais. Après c'est une comédie romantique du mais début des années 2000, mais faut pas tant en demander non plus. Non mais si, je trouve que du coup c'est un peu ce truc où mais à la fin le fait de pas avoir de scène comme ça porte vachement préjudice à la vision qu'on peut avoir de la romance dans ces années-là, parce que on en revient au truc de soit elle est assez belle et assez bien gaulée pour se dire que c'est un coup d'un soir, par contre elle est pas assez intelligente, pas assez bien et qu'elle est trop hors norme pour lui passer la bague au doigt, et ça c'est difficile je trouve. Et moi je voulais dire un truc juste sur la scène de la lapine. En fait, et ça je trouve que c'est un truc qui revient souvent dans les films, c'est genre comment elle peut, c'est vraiment terre à terre, mais comment elle peut être habillée comme ça et pas avoir froid alors qu'autour d'elle, les hommes sont en manteau. Ah mais elle est anglaise. Mais non, les hommes anglais également autour d'elle sont en manteau, elle est en lapine. Et t'es vraiment en mode... ça m'énerve, et ce manque de crédibilité comme la scène de sexe avec les soutiens-gorge
Ça m'énerve. Ah bah moi aussi, en manque de crédibilité, pourquoi est-ce que Mark Darcy jette sa vie à savoir une fiancée et un job à New York où c'est une évolution professionnelle de malade pour une meuf à qui il a parlé 4 fois. Enfin, désolée, mais... C'est le coup de foudre. Non, mais là... Non, pas du tout. Bah oui, mais dans ces cas-là, ils auraient au moins pu écrire une scène un peu profonde juste avant où tu te dis, ok, d'accord, c'est le coup de foudre, c'est très profond, il y a une connexion qu'on peut pas comprendre. Après, là, objectivement, il y a une connexion qu'on peut pas comprendre. Désolée, hein. Je peux pas. Et dernier point d'intérêt quand même qu'on voulait aborder sur le film, c'est que la musique est vraiment géniale. Exceptionnelle. La bande son est exceptionnelle et j'ai appris un truc en préparant le podcast, c'est que It's Raining Men vient de la bande originale du film. Mais non, donc elle a été... C'est la version de Jerry Halliwell. Elle a été enregistrée pour le film et elle a fait top, elle a topé dans plein de pays. Pour moi, c'était une musique qui avait été mise avec le film, mais qui existait avant. Oh là là. Moi, je l'avais en single quand j'étais enfant. Oh, bah oui, non mais j'étais comme une folle dessus à 4 ans en mode wouhou. Je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est super. Mais c'est la version de Jerry Halliwell qui a été faite pour le film. Ok, d'accord. Oui. Mais de manière générale, la musique est assez incroyable. Enfin, je parlais tout à l'heure du moment où elle se prépare pour le date et il y a encore ce recul anglais qui est si drôle avec la musique d'espionnage pendant qu'elle se prépare en mode mission impossible. Enfin, ça, j'ai trouvé ça incroyable. All by myself, c'est incroyable. Enfin, de manière générale, la musique est très très bien portée dans ce film. Ouais. Et il y en a pas trop. Et juste, je trouve que quand elle passe, les musiques véhiculent vraiment un message qui va avec le contexte. Enfin, genre, vraiment, c'est très intelligemment disposé dans les scènes du film, je trouve. Quand elle chante le karaoké. Oh là là. Pareil, j'aimerais me mettre sous mon canapé. J'ai vraiment c'est iconique. Mais je pense serais pas Bridget Jones si c'était pas un peu cringe quand même. Mais je pense que en fait moi les scènes comme ça je m'identifie immédiatement en me disant je suis à la place du personnage et ça me crée une espèce de honte mais immense quoi. Tu vois, c'est toi qui es sensible en fait. Finalement, plot twist. Nous sommes Bridget Jones. On passe au reco. Du coup, moi, ma reco, c'est un essai qui s'appelle Vieille fille de Marie Koch et qui est vraiment hyper intéressant et dans lequel elle cite également Bridget Jones d'ailleurs, où en fait c'est une réflexion du coup de cette autrice qui se dit elle-même vieille fille parce que l'essai en fait elle a commencé à l'écrire quand elle avait 37 ans et qu'elle a décidé d'arrêter en fait de dater des personnes parce qu'elle en avait marre et qu'elle s'est dit j'aurai une meilleure vie sans relation sentimentale et je serai beaucoup mieux. Et du coup, je trouve que c'est un bon pied de nez aussi à ce film que de lire ce petit essai. Voilà. Ok. Moi, c'est une reco film. C'est le film Legally Blonde. Alors, c'est pas un film réalisé par une femme. T'es tellement pop culture, vraiment. Mais... Après Britney, Reese Witherspoon. J'adore la pop culture. Mais c'est un film avec lequel j'ai grandi et je m'identifie complètement à Elle Woods. Je trouve que typiquement, c'est une anti... En fait, pour moi, c'est une anti-héroïne dans le sens où c'est une héroïne par définition, mais... C'est vraiment la caricature de la Barbie, entre guillemets, mais pas du tout écervelée et qui arrive à... Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire au début. Oui, voilà, on pense qu'elle est complètement idiote et qu'en fait, elle est juste bonne à être le bras droit d'un mec qui serait un cerveau, mais qu'elle serait un peu le côté un peu trophy wife, quoi. Alors que la meuf est... Femme trophée, pardon. Alors qu'elle est juste badass, elle est super gentille, elle est hyper rigolote, que toute la bande-son du film, elle est géniale, elle est hyper girl power. Donc ouais, moi, c'est le film que j'adore le plus et quand j'ai un coup de mou, je me le mate assez souvent, j'avoue. J'ai découvert ce film dans l'avion. Parce que vraiment, bon, quand même, faut faire un petit disclaimer. Moi, je suis vraiment anti-comédie romantique. Je regarde vraiment pas beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, c'est un bon film pour l'avion, ça. J'ai été tellement surprise. J'ai adoré ce film. Je trouve que c'est une pépite, c'est une petite merveille. Et franchement, il faut absolument le voir, je suis d'accord. Il est incroyable. Legally Blonde. La revanche d'une blonde en français. Oui, et aussi, on aurait beaucoup aimé le faire. Enfin, au début du podcast, on voulait le faire, mais comme il n'est pas réalisé par une femme, du coup, ça n'est pas possible. Ce sera une recommandation. Ouais.
Et moi, je voulais vous faire une reco musique. Je voulais vous parler de Naïka, qui est une chanteuse et compositrice franco-haïtienne d'origine américaine, qui a un peu moins de 30 ans. Et je me suis dit que c'était vraiment dans cette idée de love, etc. C'était vraiment intéressant de parler de cette fille qui est vraiment super et qui a... Je sais pas si elle est un peu en train de percer, mais en tout cas... Elle est complètement en train de percer, ouais. Elle perce notamment parce qu'ils forment un binôme de choc avec Saint-Levant, qui est donc un artiste palestinien. Ouais. Et c'est vrai que leur musique parle beaucoup en ce moment à toute une génération et surtout qui mettent en valeur leur héritage culturel. Ouais, et puis ils respirent l'amour, les deux. Ouais, et les deux, ils sont trop mignons. Enfin voilà, donc allez écouter 1+1, 6:45, ma chérie, c'est super. Moi j'adore tout ce qu'elle fait. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode, on espère qu'il vous a plu et retrouvez-nous la prochaine fois pour Coup de foudre à Bollywood de Gurinder Chadha. Bisous. Bisous. Salut.